15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Aujourd'hui, cet hommage à Éric Masson, cet après-midi à Avignon. Tous les syndicats de police sont appelés au rassemblement devant le commissariat de la ville pour honorer la mémoire de leur jeune collègue de 36 ans tué mercredi par balle alors qu'il effectuait un contrôle dans le centre de la ville. Une minute de silence a été observée, la Marseillaise entonnée à plusieurs reprises. Des habitants sont aussi rassemblés sur les lieux du meurtre dans le centre d'Avignon. Des gerbes de fleurs sont déposées sur place. Nous y serons dans quelques instants avec Angie Loata. Gérald Darmanin annonce le déploiement de 70 policiers supplémentaires à Fréjus. Des violences urbaines ont eu lieu la nuit dernière. 4 policiers ont été légèrement blessés, 15 vitrines brisées, 2 commerces et 3 voitures brûlées. Une enquête de flagrance a été ouverte. Et 4 jours après son décès, un hommage a donc été rendu en début d'après-midi aujourd'hui. Après 14 heures, au policier Éric Masson, tué par balle dans l'exercice de ses fonctions mercredi soir. Un moment très solennel aujourd'hui, chargé d'émotions, et une minute de silence a notamment été observée pour cet époux, pour ce père de 2 petites filles, un homme passionné par son métier. Voilà donc pour cette minute de silence très émouvante autour du portrait d'Éric Masson. Mathieu Vallée, on entendait ces derniers jours plusieurs policiers dire on part la boule au ventre le matin pour aller faire notre métier, notre travail. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être policier. Oui, c'est un métier très difficile et très exigeant, en réalité très passionnant et exaltant. Et en réalité, ce qui fait peur aux policiers, c'est pas uniquement de ne pas pouvoir rentrer sur leurs 2 jambes le soir ou le matin lorsqu'ils travaillent de nuit. C'est surtout pour leur famille. Au-delà d'être des cibles, leurs familles aussi sont des cibles. Et ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, malgré ce moral en berne, malgré cette difficulté d'exercer le métier, ils se lèvent tous les jours ou toutes les nuits pour protéger la veuve et l'orphelin. Et les Françaises et les Français doivent savoir qu'ils peuvent compter sur leur police républicaine, ça va sans dire. Et puis surtout, effectivement, ces moments de recueillement, ces moments émouvants où on a la population qui applaudit, qui entonne la Marseillaise, ça nous rappelle les attentats de novembre 2015. Ça vous fait chaud au cœur, ça? Ça fait chaud au cœur aux policiers. Et puis, plus que toute déclaration politique ou plus que tout soutien de qui que ce soit, c'est celui de la population. C'est aussi pour qui on se bat, qui nous motive et qui est notre leitmotiv et qui est en réalité le carburant de la police. C'est-à-dire notre vocation, c'est vous, c'est pas qu'un slogan. Et c'est vrai que je le redis, le 19 mai, vraiment à Paris, on attend le maximum de gens. D'où que vous venez, qui que vous soyez, on bosse pour vous, on se lève pour vous. Donc n'hésitez pas, par votre présence, par votre participation à cette manifestation citoyenne, dire on aime la République, on aime la police, ça paraît désuet, mais en réalité c'est beaucoup, et c'est ce qui, encore une fois, booste les policiers. Et je voyais encore cet après-midi des policiers qui menaient en Seine-Saint-Denis ou encore en province des démantèlements de trafic de stupéfiants. Vous voyez, malgré le drame qui étreint notre institution, nos collègues aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont encore en train de démanteler des dealers sur le terrain, malgré cette difficulté du métier, malgré cette réponse pénale parfois qui n'est pas à la hauteur de l'engagement des policiers, malgré parfois aussi ce climat délétère, comme le disaient tout à l'heure les intervenants, qui font qu'aujourd'hui nos policiers sont très contents et sont très émus de voir, et je reçois de nombreux messages, la population derrière elle par ces manifestations que vous montrez sur votre antenne. Et on imagine évidemment que ce 19 mai, pour cette grande marche citoyenne, il y aura du monde. En tout cas, c'était le cas cet après-midi pour cet hommage à Éric Masson depuis le commissariat d'Avignon où on vous retrouve, Thomas et Armand. Vous êtes sur place, vous avez suivi ces commémorations, cette installation du portrait du brigadier tué mercredi soir, ces hommages rendus, ces témoignages également de ses collègues, des personnes qui le connaissaient bien. Un grand moment d'émotion vécu à la fois par ses collègues, les policiers présents en nombre, mais également par la population parfois venue de loin. Oui, il y avait bien sûr les Avignonnais qui étaient rassemblés cet après-midi, mais également des habitants de d'autres départements. Certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres, des syndicats de police, des fonctionnaires de police rassemblés et des élus locaux aussi. Bonjour à vous deux, vous êtes tous les deux les députés de La République En Marche pour le département du Vaucluse. Ce rassemblement cet après-midi, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y avait une forte émotion, également des moments de silence assez importants aussi. On a senti tout le recueillement de la population qui s'est déplacée pour venir soutenir les forces de police.
Et oui, nous avons eu des moments très émouvants et des silences lourds et pesants qui venaient peut-être traduire la perte d'un collègue qui était énormément apprécié en Vaucluse, mais beaucoup plus loin que le Vaucluse, quoi. Et c'est vrai que c'était un moment qui a pris aux tripes. Un rassemblement très suivi cet après-midi, mais également sans message. L'idée, c'était d'aller tous ensemble dans l'hommage à Éric Masson, mais pas de message ni politique ni syndicaliste. Non, nous sommes venus justement dans cette idée-là de se rassembler, de se recueillir de manière digne. C'était un rassemblement digne, un recueillement qui était effectivement silencieux, mais aussi on a ressenti beaucoup d'émotions de la part de ses collègues, de la population qui était présente. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de violence. Vraiment, c'était un moment qui était très émouvant. Vraiment très émouvant, et je pense qu'il faut garder ça en l'esprit. Voilà. C'était important de vivre ça cet après-midi avec l'ensemble des Avignonnais et même des habitants d'autres départements. Disons que nos forces de police ont tellement été décriées par certains qu'aujourd'hui, ça fait aussi du bien d'avoir l'ensemble de la population qui se recueille et qui entoure ces policiers pour leur dire on vous aime. Et aujourd'hui, on peut voir qu'ils étaient nombreux et que ce message est bien passé auprès de nos forces de l'ordre. Merci beaucoup d'avoir réagi cet après-midi en direct sur BFM TV. Le rassemblement est désormais terminé. Il y a encore quelques habitants et fonctionnaires de police qui sont sur place pour déposer des fleurs devant le commissariat central d'Avignon et également écrire un message dans le cahier de condoléances. Thomas Herman à Avignon devant l'hôtel de police avec Julie Reuser pour BFM TV. On rappelle que le point de départ de ce meurtre mercredi, c'est un trafic de drogue. 3952 points de deal en France, selon les derniers chiffres que l'on a. 1742 interventions depuis le début de l'année. Guillaume Fard, comment faire la guerre aux trafiquants sans surexposer les policiers au risque de mort? C'est un des principaux défis. C'est-à-dire que ces points de deal, ils sont gardés par des trafiquants armés qui d'abord ont des armes pour défendre leurs marchandises, pour défendre leur trafic, et avant même d'affronter la police, pour se prémunir des rivalités avec d'autres trafiquants. Et la majorité des règlements de compte, c'est 80% des règlements de compte dans notre pays qui sont liés à la drogue, et la majorité des homicides aussi qui sont commis dans le cadre de ces règlements de compte, c'est entre trafiquants. Vous avez vu des scènes pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours à Valence ou le 1er novembre dernier à Montpellier où des trafiquants s'affrontaient à grand renfort d'armes à feu. Et c'était des fusillades à ciel ouvert en plein centre urbain auquel on assistait. C'est l'autre problème, les armes à feu, effectivement, pour oui. Réussir à les confisquer, à éviter cette circulation. La grande difficulté, c'est à partir du moment où le ministre de l'Intérieur vous dit nous sommes en guerre et nous livrons une guerre aux trafiquants de drogue et les policiers sont les soldats de la guerre que nous menons. Est-ce qu'ils sont en capacité d'aller affronter leur adversaire ? Et notamment si l'adversaire en question est armé d'armes à feu et d'armes de guerre. Et donc ça pose aussi la question des équipements qui seront nécessaires pour faire cela. Et parmi ces équipements, il y a déjà eu des annonces qui ont été faites, notamment après les affrontements intercommunautaires dans le quartier des Grésilles à Dijon l'année dernière, parce que des armes et aussi des armes de guerre avaient été utilisées, certaines à l'encontre d'ailleurs de fonctionnaires de police qui avaient tenté de rentrer dans ce quartier. Ça s'était terminé par l'envoi du RAID, puisque le RAID est une unité d'intervention qui dispose d'un engin blindé, qui est ce fameux véhicule surnommé le Titus, qui est un gros blindé que le RAID peut utiliser dans ces situations-là. Et donc ça pose la question de qui pourra aller dans ces quartiers où sont ces fameux points de deal, gardés par des trafiquants armés, et avec quel type d'équipement. Il y a des réflexions qui sont en cours, des questions qu'une CRS, qui est celle qui est basée à Bièvre, la CRS numéro 8, bénéficie de moyens renforcés. Il est question que le parc des blindés de la gendarmerie nationale soit renouvelé dans son intégralité. Est-ce que ce sera suffisant, et est-ce que, comme vous me le demandiez, on pourra conduire cette guerre contre les trafiquants de drogue, pour reprendre le terme du ministre Darmanin, sans faire courir de risques excessifs aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie. Et puis vous parliez des quartiers, mais on le voit notamment avec cette affaire à Avignon. Il n'y a plus que dans les quartiers maintenant que ce trafic de drogue prend place. En plein centre d'une grande ville comme Avignon, on voit ce genre de scène se dérouler. Vous avez raison, en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la consommation et les points de vente des circuits d'approvisionnement que sont les trafics. Et la consommation et les points de vente, il y en a un peu partout sur le territoire national, notamment pour le cannabis. Quand vous avez 1,5 million de personnes dans ce pays qui consomment du cannabis 2 fois par semaine minimum, ou que 700 000 en consomment quotidiennement, ça touche l'intégralité du territoire national. Et donc ça veut dire qu'il y a des
points de vente sur l'intégralité du territoire national. Après, reste la question de l'approvisionnement. Et la question de l'approvisionnement, c'est celle des trafics, des réseaux et des chemins qu'empruntent ces trafiquants, notamment par voie maritime. Et c'est Marseille, historiquement, a toujours été une plaque tournante du trafic de drogue, puisque le port de Marseille est un lieu par lequel la drogue rentre sur le territoire national. Et après se pose aussi la question des go-fast, qui là sont des acheminements par voie terrestre, par voie routière, notamment en franchissant l'Espagne, et qui font que certaines villes peuvent être des villes relais. Et les villes qui sont sur la ceinture méditerranéenne et qui permettent de remonter sur la région Île-de-France par le couloir rhodanien sont des villes relais, et Avignon en fait partie. Merci beaucoup Guillaume. On va revenir bien sûr dans quelques instants sur cet hommage cet après-midi rendu à Éric Masson devant l'hôtel de police d'Avignon. Ce brigadier de 36 ans qui est, on le rappelle, décédé, qui a été tué mercredi sur un point de deal lors d'une intervention. On va revenir sur cet hommage qui a été très émouvant de la part de ses collègues, mais également de la part des habitants d'Avignon. Des policiers également pris à partie à Fréjus, dans le Var. Ça s'est passé cette nuit. Jets de pierres, de bouteilles, tirs de mortier. Les fonctionnaires intervenaient après des signalements de nuisances après l'heure de couvre-feu. Regardez ce tweet de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, les violences commises hier soir à Fréjus sont inacceptables. J'ai décidé de déployer dans la commune une compagnie de CRS, soit 70 policiers en renfort ce soir pour faire respecter l'ordre républicain. Le bilan, on le rappelle, 4 policiers blessés désormais, selon le dernier bilan, 3 voitures brûlées, 15 vitrines brisées et 2 commerces incendiés. Et après une nuit de violence, les commerçants du quartier de la Gabelle se sentent désemparés. C'est le reportage d'Audrey Lally, Nicolas Gallup d'Azur TV avec Maëva Lamy. Moteur, sellerie, pneus, de ces scooters, il ne reste presque rien. À Mer, le concessionnaire constate les dégâts. Il y a eu 4 ou 5 scooters qui sont partis avec les individus, on va dire. Et puis après, ils ont jeté une poubelle dans le magasin qui a fait cramer une trentaine de scooters. J'étais appelé par mon employé vers 1h du matin en me disant qu'on me pillait le magasin et que le magasin était en feu. Hier soir, la police est contactée pour des nuisances dans la cité de la Gabelle, entre Saint-Raphaël et Fréjus. Une dizaine d'effectifs arrivent sur place. Pris à partie par une cinquantaine d'individus, ils sont la cible de tirs de mortiers d'artifice et de projectiles. De nombreuses vitrines sont brisées et du matériel volé. Ça fait mal, ça donne envie de pleurer, parce que tous les matins on se lève, on se bouge pour venir travailler, et quand on arrive on voit ça, c'est vraiment navrant. On n'a plus d'ordinateur, nous avions 3 ordinateurs, une imprimante. Tout ça a été volé, oui. Dans la ville, les traces de cette nuit de tension sont présentes. Consternée, la police dénonce des violences à répétition. Ça fait 2 mois à peu près qu'on a un climat qui est étouffant pour les collègues, qui, dès qu'ils interviennent sur le quartier de la Gabelle, ils sont pris à partie par une vingtaine d'individus. On nous promet des renforts, on aimerait avoir des renforts. Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête de flagrance pour violence et dégradation. Dans l'actualité également, il y a ces marches pour le climat ce dimanche dans 150 villes de France. Mobilisation pour, je cite, une loi climat, une vraie loi climat. 5 jours après le vote des députés sur le texte à Paris, vous le voyez, ce cortège est parti de la place de la République en direction de la place de la Bastille. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous repartirons à Avignon pour cet hommage à Éric Masson, ce brigadier de 36 ans tué mercredi sur un point de deal de la ville. Des hommages de la part de nombreux policiers cet après-midi, mais aussi d'habitants devant le commissariat de la ville. Des gerbes de fleurs ont également été déposées sur les lieux du meurtre. Nous retournerons à Avignon dans quelques instants. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Regardez votre chronique avec le Lexus UX hybride. L'éveil des sens. Cofidis présente Préjugé numéro 5. On choisit toujours la mauvaise file. Oh.
Alors, 2 sandwichs, 5 quiches, 3 salades, 3 jus d'orange, 5 bouteilles d'eau, une tarte, 3 mousses au chocolat... Mais c'est pour quelle table? La table là. Alors, 2 jus de pomme, 2 pains au chocolat... Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 2,99% sur 48 mois. Et chez Cofidis, c'est sans frais de dossier. Cofidis. C'est ça, le crédit qui fait la différence. Désolée, on ferme. Nos fruits et légumes sont livrés chaque jour en magasin, et toujours à prix bas. Et ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. 218 000 €. Il sait tout. Oui, comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Profitez aussi du Click and Collect en restaurant ou au McDrive sur l'application McDo+. Pour 66% des Français, c'est une mission de s'y retrouver dans la cuisine. Alors pour que 100% d'entre eux passent plus de temps à cuisiner et moins à explorer, Castorama invente une nouvelle collection de cuisine super fonctionnelle et pensée pour tous les budgets. We don't hide. Destroyed my life. This'll start a war. I ask for justice. Profitez de 7 jours offerts sans engagement et découvrez la saison 4 de The Handmaid's Tale en exclusivité sur OCS.fr. Profitez d'un beau jardin et sans mauvaises herbes. Comment? Tout simplement, on les élimine avec Roundup Jardin à base d'une substance naturelle d'origine végétale. Profitez d'un beau jardin. Y'a Roundup Jardin. Ils sont parmi nous. Ce sont les voyageurs Volotea. Attention, l'optimisme est contagieux. À votre tour de vous envoler. Volotea. Alors, votre avenir. Ah. Aïe. Oula. Oh là là. Bon, alors là... Eh ben, je vois de la sérénité. Ah bon? Au moins 4 ans. Ça s'est éclairci. Ouais. Avec les offres Citroën, vous saurez de quoi l'avenir sera fait. La garantie et l'assistance sont offertes pendant 4 ans sur une large sélection de modèles. Tous nos points de vente sont ouverts. Prenez rendez-vous sur citroën.fr. Citroën. À la une de l'actualité à 15h47 sur BFM TV, cet hommage à Éric Masson rendu à partir de 14h à Avignon. Tous les syndicats de police sont appelés à un rassemblement. Il a été fort devant le commissariat de la ville pour honorer la mémoire de leur jeune collègue de 36 ans, tué par balle mercredi soir alors qu'il effectuait un contrôle dans le centre de la ville. 1 minute de silence a été observée, la Marseillaise entonnée à plusieurs reprises. Nous serons sur place avec nos reporters et également avec nos invités ici en plateau. Gérald Darmanin annonce le déploiement de 70 policiers supplémentaires à Fréjus. Des violences urbaines ont eu lieu la nuit dernière. 4 policiers ont été blessés, 15 vitrines brisées, 2 commerces et 3 voitures brûlées. Une enquête de flagrance a été ouverte. Il y avait beaucoup d'émotions en ce début d'après-midi devant le commissariat d'Avignon pour l'hommage à Éric Masson, ce policier tué mercredi sur un point de deal, un point de vente lors du moment fort. Il y a eu notamment cette Marseillaise entonnée par la foule très nombreuse aujourd'hui. Marchons
Et sur le lieu du décès d'Éric Masson mercredi soir, en plein cœur d'Avignon, la population est venue rendre hommage aux policiers. Angie Loata, vous êtes rue du Râteau, à l'endroit où Éric Masson a perdu la vie lors d'un simple contrôle de police. Et là aussi, des gerbes de fleurs ont été déposées. Oui, absolument. À cet endroit où, depuis jeudi matin, déjà, il y a plusieurs habitants, des gens, des policiers également, qui sont venus ici pour déposer quelques fleurs. Et puis, bien depuis la dispersion au niveau du commissariat et de cet hommage, il y a des gens qui sont venus spontanément en fin de journée. Ici, comme vous, Philippe, vous étiez au commissariat tout à l'heure. Il y a une grande émotion au commissariat. Vous êtes venu la partager ici aussi? Oui, tout à fait. Ça a été depuis mercredi. C'est un événement qui a touché un peu tous les Avignonnais. Et puis on se sent concerné. Voilà, on a de la peine pour ce monsieur. On a de la peine pour son épouse, ses enfants. Cette insécurité, on savait qu'elle était présente à Avignon, mais c'est de plus en plus ressenti comme de l'insécurité en permanence. Et ça fait de la peine et on avait envie de présenter un peu de témoignage, de soutien. Philippe, policiers, donc voilà, ça peut arriver à tout le monde et c'est malheureux. Avignonnais qui était dans la foule, oui. Qu'est-ce que vous avez entendu pendant cet hommage, au-delà de la Marseillaise, du silence et des applaudissements? De quoi on parlait? Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments d'injustice, les gens en ont marre. On sent qu'aujourd'hui, voilà, nos enfants peuvent plus se promener dans les villes tranquillement comme avant. Tu peux plus sortir le soir, tu es en permanence. Donc l'insécurité en permanence. La police qui fait certainement tout ce qu'elle peut, mais pas assez. La preuve, parce qu'il manque de moyens, parce que certainement qu'ils en ont marre aussi. Si j'en crois l'interpellation, elle a été plutôt douce, entre guillemets. Il n'est pas arrivé menaçant, le policier. Et puis voilà, il prend une balle et c'est totalement anormal. C'est l'anarchie. Voilà. Témoignage à la famille et condoléances. Ça fait parler. Merci beaucoup. Et il y a de l'émotion, effectivement, et on la ressent ici également sur les lieux du crime. Et également un dépôt de gerbes qui était prévu également par les syndicats de police. Finalement, ça ne devrait pas être le cas, notamment pour des raisons de sécurité. Merci Angie Loata avec Caroline Bertolino en direct donc du centre-ville d'Avignon, là où a été tué Éric Masson. Restez avec nous justement dans quelques instants. Nous reviendrons sur cette journée d'hommage, cet après-midi d'hommage aux policiers tués mercredi soir lors d'un contrôle sur un point de deal au centre-ville d'Avignon. Éric Masson qui a été mis à l'honneur aujourd'hui par les policiers et par la population. Tout de suite, la météo. Pollen, poussière, formaldéhyde, changez d'air en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Prudence, 18 départements sont donc placés en vigilance orange par Météo France en raison de ces violents orages qui remontent d'Espagne et qui vont ensuite remonter d'Espagne et des Pyrénées jusque sur le Poitou. Des orages forts accompagnés de grêle, accompagnés de fortes rafales de vent et de bonnes précipitations avec une intensité horaire de l'ordre de 15 à 30 mm par heure. Soyez prudents, ces orages pourraient remonter également du centre jusqu'au bassin parisien, jusqu'à la frontière belge dans le courant de la soirée. Mais comme ils seront sur ces régions plus localisées, moins généralisées, il ne devrait pas nécessiter la mise en vigilance de ces départements. On voit ces précipitations déjà présentes, mais tout cela va vraiment se renforcer en fin d'après-midi et jusqu'en première partie de nuit. Demain matin, tout cela va se décaler vers l'est. Des pluies soutenues, orageuses. Il faudra être très prudent là aussi, car ces précipitations vont stagner tout au long de la journée sur ces mêmes régions. Retour au calme par l'ouest, donc de l'ordre de 100 mm attendu quand même sur l'ensemble de ces régions. Il faudra vraiment surveiller la situation. Un coup d'œil à vos températures. Demain matin, des valeurs qui seront stationnaires au réveil. 9 degrés à Brest, tout comme à Aurillac. 18 degrés malgré tout encore du côté de Lyon et Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, on aura des valeurs en baisse partout avec ces intempéries. 14 à Brest, encore 19 à Paris, tout comme à Marseille. Et 25 degrés, ce sera pour Ajaccio. C'était la météo avec Dyson. Changez d'air avec le purificateur d'air Dyson. Vendredi, samedi, dimanche,
22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine. Toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct. Vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Faites le tour de l'actualité. Siligum vous présente votre programme. Siligum, pneus et entretien auto. Il n'y a pas si longtemps, votre travail était votre priorité. Et votre fils n'était pas fan de votre voiture. Il n'y a pas si longtemps, la campagne vous ennuyait. Il n'y a pas si longtemps, vous ne seriez jamais allé aussi loin avec une voiture électrique. Avec le nouveau Skoda Enyaq iV, c'est enfin le bon moment de prendre le virage de l'électrique. Réservez votre essai sur skoda.fr. Hé, hommes du monde entier, écoutez-moi. Prendre soin de sa peau peut être un vrai casse-tête. Sérum hydratant, formule anti-fatigue, qui a vraiment le temps pour ça? C'était rhétorique, Thomas. Restez simple, avec des soins à base d'ingrédients de qualité, élaborés par des experts en soins pour hommes. Faites entrer l'accusé ce soir à 21h05 sur RMC Story. Oh, c'est un super prix. Oh, c'est un super prix. Ah oui, c'est un super prix. Où ça, un super prix? Oh, ça, c'est un super prix. Je vais t'en acheter un nouveau. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. Moi, mon truc, c'est la couleur. Toutes les couleurs. Par contre, l'électricité, je la veux verte. Et surtout locale. Ça peut se faire? C'est prévu. L'option ELEC Vert Plus dans votre contrat ELEC, c'est 100% d'électricité verte et certifiée et produite en France. J'agis avec Engie. Chez Leclerc, on a remplacé tous les sacs plastiques de nos caisses par des sacs en toile de jute. Recyclables, échangeables à vie. Et bim, 7000 tonnes de plastique en moins. Retrouvez les sacs en toile de jute Leclerc, uniquement chez Leclerc. Leclerc. Ain't nobody gonna keep us down. We don't hide. Destroyed my life. This'll start a war. I ask for justice. Profitez de 7 jours offerts sans engagement et découvrez la saison 4 de The Handmaid's Tale en exclusivité sur OCS.fr. Changer sans vraiment changer, ça c'est magique. Pour moi, c'est la Flelou qui est magique. La monture est de Magic Clip à partir de 149 €. Dispositif médical. Aujourd'hui, plus que jamais, on veut tous faire de bonnes affaires. Pouvoir le faire en magasin comme en ligne, c'est smart. Pouvoir acheter en 3 fois avec votre crédit renouvelable, c'est encore plus smart. Avec la carte de crédit Sofinco, payez à la fin du mois, au comptant, en 3 fois ou en plusieurs, sur vos sites préférés comme chez vos commerçants, c'est vous qui choisissez. Renseignez-vous auprès de nos conseillers au 3005 et sur sofinco.fr. Sofinco, Smart Money, Smart Life. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête.
Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter. Tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué. Bravo, mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 16h. Une Marseillaise, une minute de silence, beaucoup d'émotions et de recueillement. Un hommage a été rendu cet après-midi devant le commissariat d'Avignon à Éric Masson, ce brigadier de 36 ans tué mercredi lors d'une intervention sur un point de trafic de drogue. Nous serons sur place dans un instant, on en parle en plateau avec nos invités. Des habitants se sont également rassemblés sur les lieux du drame dans le centre d'Avignon. Des gerbes de fleurs ont été déposées par la population sur place et cette information BFM TV, une cérémonie d'hommage présidée par Jean Castex aura lieu mardi après-midi. Des policiers pris pour cible également à Fréjus après une nuit de violence. Après avoir été appelés pour des nuisances, 4 fonctionnaires de police ont été blessés et des véhicules et commerces vandalisés. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'une compagnie de CRS supplémentaires, 70 policiers supplémentaires sur place. Et puis des marches climat ont lieu ce dimanche dans plusieurs villes de France. Les participants souhaitent, je cite, une vraie loi climat, 5 jours après le vote des députés sur le texte. À Paris, le cortège est parti de la place de la République en direction de la place de la Bastille. Nous y serons dans quelques instants avec Fanny Regnault. Une foule très nombreuse est venue rendre hommage cet après-midi à Éric Masson devant le commissariat d'Avignon. Ce policier de 36 ans tué mercredi. Thomas Herman, vous êtes sur place pour BFM TV. Plusieurs moments forts lors de cet hommage, Thomas. Oui, avec l'ensemble des personnes rassemblées, à la fois des Avignonnais, des habitants d'autres départements. Certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres, des fonctionnaires de police et des syndicats qui étaient rassemblés en hommage à Éric Masson avec plusieurs moments forts. Tout d'abord, cette foule rassemblée qui a entonné à plusieurs reprises la Marseillaise, des prises de paroles successives et spontanées comme un officier de la paix qui s'est exprimé en hommage à Éric Masson et notamment un moment fort qui a touché tout le monde ici devant le commissariat central, cette minute de silence. Je vous propose de revenir sur cet extrait de ce rassemblement. Un moment partagé par l'ensemble des personnes réunies devant ce commissariat avec la volonté des syndicats de ne pas avoir de signe d'appartenance, de slogan ou encore de pancarte. Venir ici saluer la mémoire d'Éric Masson et regarder devant ce commissariat central les gerbes de fleurs qui ont été déposées depuis jeudi matin. Beaucoup de personnes en ont encore redéposé cet après-midi avec ces gerbes de fleurs où on peut lire par exemple à Éric, notre collègue, et surtout ce portrait d'Éric Masson, ce policier de 36 ans tué mercredi après-midi dans l'exercice de ses fonctions où tout le monde ici a voulu lui rendre hommage devant ce commissariat. Merci Thomas Herman avec Julie Rosaire en direct du commissariat d'Avignon où cet hommage a eu lieu donc il y a quelques heures maintenant. Anne-Sora Dubois, on voit cet hommage rendu par la police, également par la population, les habitants d'Avignon, mais aussi des personnes venues de beaucoup plus loin qui ont fait le déplacement nombreux pour venir témoigner de leur affection à ce policier parmi d'autres. Anne-Sora Dubois, Jean Castex, lui, présidera, on l'a appris, une cérémonie
cérémonie également, et ce sera mardi après-midi. Oui, on vient de l'apprendre, absolument. C'était en discussion avec la famille d'Éric Masson. Le Premier ministre présidera donc une cérémonie mardi après-midi en hommage à ce policier tué à Avignon. Vraisemblablement une cérémonie coprésidée par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Donc en début d'après-midi à Avignon, bien sûr, cérémonie en hommage à ce policier. C'est un symbole très fort qui s'était déjà produit au moment du meurtre de cette policière à Rambouillet il y a quelques semaines. Et donc à nouveau cet hommage de la nation présidé par le Premier ministre. Donc mardi, ce sera donc mardi après-midi à Avignon, coprésidé donc par le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre Jean Castex, qui feront donc le déplacement en direction de cette ville d'Avignon, de ce commissariat, pour effectivement rendre hommage à ce policier tué dans l'exercice de ses fonctions. Mathieu Vallée, ce sont des hommages qui s'enchaînent, qui vous touchent, mais malgré ça, il faut aller plus loin pour éviter qu'on ne revoie de tels drames. D'abord, le Premier ministre qui préside un hommage à notre collègue mardi, tel que l'éditorialiste vient de nous le dire, effectivement, ça sera un signal fort. Il l'avait fait effectivement sur l'assassinat de Stéphanie Lemay il y a à peu près 3 semaines à Rambouillet. Et on a aussi un ministre de l'Intérieur activiste qui essaye de faire ce qu'il peut, effectivement, qui est à l'écoute des collègues et sur lesquels on a régulièrement des échanges, même si on voudrait effectivement aller toujours plus loin. Et puis effectivement, au-delà de l'émotion et du recueillement qui va continuer jusqu'à mercredi, puisqu'après la famille aura aussi son moment intime, on aura l'occasion, et dès lundi soir d'ailleurs, d'évoquer avec nos responsables politiques, les autorités de notre pays, des propositions qui s'inscrivent. Est-ce que les syndicats seront reçus par Jean Castex demain soir? Demain soir, oui, à 19h45. Et c'est vrai qu'on aura des choses à dire et on ne veut pas effectivement des rustines. Il faudra aller beaucoup plus loin, sauf qu'effectivement, la seule appréhension qu'on a, c'est qu'on est en fin d'un quinquennat et que, vous l'avez dit, l'élection présidentielle se profilant, on attendra des candidats un programme clair pour la police, la gendarmerie, puisqu'on est les 2 forces qui assurent la sécurité dans le pays. Donc ça sera des moments importants et on espère qu'on aura des personnes qui se présenteront, qui connaîtront la police, parce que il y a que ceux qui connaîtront réellement la police qui pourront apporter des solutions durables. Pour qui? Pour la population. Jean-Michel Schlosser, vous le disiez un peu plus tôt, la violence à l'égard notamment des policiers, pas uniquement, d'autres figures également de l'autorité en France, est de plus en plus marquée sur le territoire. Comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance? Est-ce que, par exemple, là on l'a dit, Jean Castex va présider une cérémonie, est-ce que la parole publique, la parole politique également est très attendue sur ce terrain-là? Alors la parole politique est très attendue et je note que, hormis la malheureuse coïncidence temporelle qui fait qu'il y a deux commémorations l'une après l'autre, ça prouve au moins une chose, c'est que la politique est peut-être en train d'entendre que véritablement il y a quelque chose qui doit changer, parce que cette violence est de plus en plus intolérable. Je voudrais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs à propos de la peur des policiers. La peur des policiers, c'est un marqueur extrêmement nouveau, extrêmement important, qui tente à prouver qu'effectivement il y a une hausse de la violence. Il y a quelques années, il n'y avait pas cette peur chez les policiers, il y avait tout au plus une appréhension. Quand il y avait une peur, c'était plutôt un après-coup. Aujourd'hui, on entend dire les policiers ont peur, la peur a changé de camp. Ça, c'est un marqueur très très important. Et au-delà de la peur physique, il y a aussi, et là on en revient à la parole publique, il y a aussi la peur ou l'appréhension des suites judiciaires, des suites administratives qui sont extrêmement craintes par les policiers. Alors il y a un discours, mais au-delà du discours, il doit y avoir des actes. On s'est habitué, que ce soit pour des policiers ou d'autres, à de très belles cérémonies dans la cour des Invalides, à de très belles cérémonies, je me rappelle, dans la cour de la Sorbonne. Et puis derrière, il n'y a que des pleurs. Alors je crois qu'effectivement, il faut prendre en compte que, par définition, une société est violente. La violence est même constitutive de la société, mais aujourd'hui, il y a sans doute, chez les policiers, je le disais tout à l'heure, pas que chez les policiers, mais une prise en compte d'un ras-le-bol général, et qu'il y a quelque chose à faire. J'entendais tout à l'heure le monsieur Caner dire que les policiers demandaient plus de moyens, plus de pouvoir juridique peut-être pour faire leur travail. Mais c'est pas pour faire leur travail. C'est pour protéger les Français et sauver leur vie. On est au-delà de la simple notion de travail. S'il est talentant, c'est bien, mais il est temps. Guillaume Farn, on entend aussi ces reproches qui peuvent être faits à la justice. On aimerait qu'il y ait des réponses pénales plus fortes, peut-être qui soient apportées. Justement, que répond la justice ?
La justice répond différentes choses. D'abord, elle dit qu'elle ne juge que les personnes qu'on lui amène et que quand on regarde les taux d'élucidation des affaires, eh bien, c'est une affaire sur deux qui reste malheureusement non élucidée et que ça, c'est à la responsabilité plutôt des enquêteurs. Ça, c'est une première partie de la réponse. Moi, je suis pas l'avocat de la justice. Je vous livre ces éléments de réponse. C'est intéressant aussi d'avoir effectivement ce côté-là. Disons que quand vous avez une affaire sur deux qui malheureusement n'est pas élucidée, ça crée un sentiment d'insécurité parce que en tant que victime, on ne retrouve pas l'auteur de l'infraction dont vous êtes la victime. Par exemple, on casse la vitre de votre voiture pour aller récupérer quelques valeurs à l'intérieur. Vous allez porter plainte parce que l'assurance l'exige, mais on ne retrouvera pas nécessairement l'auteur. En tout cas, dans un cas sur deux, l'auteur n'est pas retrouvé. Et ensuite, ce que vous dit également la justice, c'est que une fois qu'elle a condamné des personnes, si des personnes sont condamnées en leur absence, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se présente pas à son procès parce qu'il y est convoqué à une date ultérieure, on les retrouve très difficilement. Mais ça, c'est plus tellement non plus le ressort de la justice. C'est-à-dire qu'une fois que la justice a pris les mandats de recherche, il faut que la police puisse dégager du temps. Et faute de temps, elle ne retrouve pas toujours les personnes, ou alors pire, elle les retrouve à la faveur d'un contrôle ou d'une affaire ultérieure, en se rendant compte que la personne impliquée dans une affaire ultérieure est en fait une personne recherchée. Tout ça pour dire quoi? Que, en fait, une politique publique de sécurité efficace, elle avance sur deux jambes. Elle avance sur une jambe policière, sur une jambe judiciaire, et que si ces deux administrations ne travaillent pas de concert, il n'y a pas de politique publique efficace. Et alors pire, si les deux se critiquent, si une part des magistrats accusent les policiers soit d'extrême sévérité, soit d'inefficacité dans la conduite des affaires judiciaires, et qu'à l'inverse, une part de la police nationale accuse la justice de laxisme, c'est un jeu à somme négative. C'est-à-dire que malheureusement, il n'est pas possible de progresser comme cela. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt unir ces deux administrations, les rapprocher, les faire travailler ensemble, qu'au contraire les diviser. L'actualité également, c'est cette autre affaire, ces autres violences à l'encontre de policiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le déploiement d'une compagnie de CRS supplémentaire à Fréjus. Des violences urbaines ont eu lieu dans la nuit dernière dans le quartier de la Gabelle, entre Fréjus et Saint-Raphaël. Les policiers qui ont été pris à partie par une cinquantaine de jeunes au départ. David Dunal, vous êtes sur place. 4 policiers ont été légèrement blessés suite à ces violences la nuit dernière. Exactement, 4 policiers blessés et un jeune qui a été également blessé à l'œil au cours de ces affrontements. Ces affrontements, ils ont d'abord eu lieu dans le quartier de la Gabelle que vous mentionnez à l'instant, au bout de cette rue, à Fréjus. Et puis ces affrontements, ils ont ensuite eu lieu dans cette rue habituellement calme, donc sur la commune de Saint-Raphaël. Vous voyez ici, il y avait un véhicule calciné, il a été évacué à l'instant par une dépanneuse. Ces deux agences, elles ont subi à la fois cet incendie, mais aussi des vitrines qui ont été abîmées. Il y a un salon de coiffure qui a eu sa vitrine brisée, qui a dû installer un panneau en bois. Et puis les habitants aussi aux étages, ils ont eu très peur parce que les flammes, elles ont léché les balcons ici. Vous l'avez évoqué, 70 CRS seront présents dans la soirée pour sécuriser ce quartier. Ils sont attendus ici par des habitants qui nous ont confié avoir eu très très peur cette nuit. Merci beaucoup David Dunal, donc à Fréjus pour BFM TV après ces incidents, ces violences urbaines. La nuit dernière, Jean-Michel Schlesser, on voit ces nouvelles violences une nouvelle fois. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le rapport avec la police? Est-ce que notre société est de plus en plus violente et défiante envers la police? Alors je crois qu'il y a un tournant et tous les policiers sont assez unanimes à le dire, à le reconnaître. Il y a un tournant qui a été important ces derniers temps, c'est les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes. Pour une raison bien simple, c'est que toute une catégorie, une grande catégorie de la population française a eu affaire à la police et c'était en grande majorité des gens qui n'avaient pas affaire à la police, qui ne manifestaient pas avant, qui n'avaient pas l'habitude de manifester et de se trouver parfois heurtés ou en but alors ce que d'aucuns appellent les violences policières, en tout cas des répressions qui étaient parfois difficiles, d'autant plus mal vécues qu'elles étaient inconnues, et ça, si vous voulez, entraîné, à mon sens, une espèce de sentiment dans la population que, bah oui, la police serait plus violente, que elle n'était pas forcément au service des citoyens. Vous savez qu'il y a de grands discours à ce sujet-là qui font la différence entre les pays européens, notamment les pays d'Europe du Nord, et la police française qui serait plus au service de l'État, qui serait donc un bras armé de l'État, beaucoup plus qu'elle n'est au service des citoyens. Ce principe étant relayé d'ailleurs par
par certains observateurs politiques. Alors, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, elle est au service de l'État. On va pas revenir sur sa création, mais depuis la Révolution française, on n'a pas une police qui est pour les citoyens, on a une police qui est là pour l'État. C'est un service public, bien évidemment, mais avec une vision de service qui est tout à fait différente des autres pays d'Europe. Et je pense que toutes ces idées-là, si vous voulez, ont progressé. En plus, il y a eu, alors il faut le dire, des comportements isolés, non pas systémiques, j'entends bien, mais isolés de la part de certains policiers qui ont accrédité la thèse, effectivement, que la police serait violente. Le tout avec le changement de dispositifs dans les maintiens de l'ordre. Bon, ben tout cela, si vous voulez, accrédite la thèse de cette police violente, mais je ne pense pas en réalité qu'elle soit plus violente, mais elle a aussi affaire à une violence qui, elle, est beaucoup plus saillante également. Mathieu Vallée, suite à ces violences à Fréjus, Gérald Darmanin a donc annoncé un renfort de 70 policiers, des CRS supplémentaires à partir de cette nuit. D'où viennent ces policiers ? Alors ces policiers, c'est la CRS 60 d'Avignon qui va renforcer effectivement les policiers du quotidien. Guillaume va tout à l'heure parler de cette CRS à Bièvre, mais en fait les CRS sont déjà très mobiles, dynamiques, ils sont disponibles. Vous voyez, un dimanche après-midi, on déplace des policiers qui sont en astreinte ou en cantonnement pour pouvoir porter main forte de ses collègues locaux. Et puis je vais vous le dire parce qu'on en parle qu'aujourd'hui, mais à Fréjus, ça fait plus de 4 semaines où tous les week-ends il y a des tirs de mortier, des guet-apens dans ce quartier effectivement qui est très compliqué, mais aussi dans d'autres secteurs de la ville où on a ces scènes de guérilla urbaine. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dégâts que vous les avez montrés sur vos images, mais ces policiers de Fréjus, je leur apporter mon soutien parce que ça fait de nombreux jours, de nombreuses semaines qu'ils font face à cette délinquance enquistée, notamment par des opérations de trafic de stupéfiants qui sont menées, qui gênent les dealers et qui se traduisent par des expéditions punitives telles que vous l'avez montré sur vos images. Et je vais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, c'est justement ce climat délétère et ces propos nauséabonds sur la police, en fait, qui donnent l'impression que les policiers, effectivement, sont racistes et violents, que ce n'est pas le cas. On jette en pâture nos policiers. Et ça, c'est le poison de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, qui vise à déstabiliser notre institution, qui vise à attaquer non pas l'État, mais nos policiers. Et je veux dire aussi que oui, moi, la police, c'est pas le bras armé de l'État, c'est des policiers qui s'engagent pour la population. Quand vous demandez à un gardien de la paix, à un officier ou un commissaire de police, ou même à des personnes administratives, techniques et scientifiques, pourquoi ils viennent dans la police, c'est parce qu'ils veulent servir la population et pas servir l'État. Ou alors, si on entend que l'État, c'est nous toutes et nous tous, effectivement, ils servent l'État s'ils servent la population. Merci beaucoup, Mathieu Vallée. Alors, nous voulions également vous faire écouter un témoignage sur les violences urbaines et violences du quotidien, celle d'Arnaud, qui est policier de la BAC depuis 15 ans en Île-de-France. Il observe une intensification de ces violences dans les quartiers difficiles contre les policiers. Il raconte à Mathias Tesson et Jérémy Muller l'une de ces rencontres, de ces récentes confrontations à une scène de violence urbaine. On l'écoute. C'est une intervention banale. Voilà, un feu de poubelle, un feu de véhicule. Et voilà, là, un groupe d'individus, 20, 30 individus nous attendent. Tirs de mortier, projectiles et cocktails Molotov. Là, ce jour-là, on était 6 ou 7. C'est des appels des fois bidons. Voilà, une femme qui se fait violenter, on arrive, il n'y a rien. Bon, le hall s'ouvre et on se trompe. Des tirs de mortier, de chandelles. Des calibres 50, c'est une boule incendiaire. Ça pète ça casse un pare-brise même à 10 mètres. Donc, quand ça nous arrive dessus, nous, en exemple de criminalité, on travaille en civil. Donc, les vêtements ne sont pas faits pour. Tous ceux qui sont en tenue, on n'a pas de tenue ni fugé. Donc, un petit morceau qui se coince dans le gilet, entre le ceinturon, tout de suite, ça peut occasionner de graves blessures. Au début du confinement, une soirée qui n'était pas autorisée, 250-300 personnes, zéro verbalisation. Que des individus des quartiers et tout. Bon, c'est parti. On était quoi, une dizaine, 300 personnes. Souvent, il y a une petite compétition entre quartiers ou même régions. Ils ont fait ça un peu comme la nuit de Saint-Sylvestre, avec les incendies de véhicules. C'est une compétition, en fait. Quand on interpelle, quand on a la chance d'interpeller un caillasseur, parce que c'est pas souvent, généralement mineur, plusieurs faits déjà sont actifs, mais le lendemain, rappel à la loi, voilà. C'est pas bien, faut pas le refaire. Il y a plein de mes collègues qui achètent leur propre matériel, des ceinturons, des gilets, des housses de gilets pare-balles. L'administration nous donne des housses, mais ça prend pas des mois, mais presque pour avoir ne serait-ce qu'une housse potable neuve.
Dans l'actualité également ce dimanche, des marches climat dans plusieurs villes de France. Mobilisation pour, je cite, une vraie loi climat 5 jours après le vote des députés sur le texte. Vous le voyez à Paris notamment. Le cortège est parti de la place de la République direction la place de la Bastille. On va rejoindre Fanny Regnault. Fanny, vous êtes au niveau du quai de l'Hôtel de Ville. Qui est rassemblé et pourquoi exactement, Fanny ? Eh bien, il y a de tout horizon, des jeunes, des moins jeunes, énormément de militants, forte mobilisation ici à Paris à l'appel du collectif Plus Jamais Ça. Un collectif qui incarne finalement la convergence des luttes, en quelque sorte, pour l'écologie, car il regroupe des associations environnementales, évidemment Greenpeace et les Amis de la Terre notamment en font partie, des associations de jeunesse également, mais aussi des syndicats, la CGT et Solidaire font partie du cortège aujourd'hui. Un collectif qui dénonce une indigence coupable de la part du gouvernement dans la loi climat, une loi qu'il juge sans objectif ambitieux, et c'est ce qui ressort dans quasiment tous les slogans que nous voyons passer aujourd'hui. Par exemple, il était une fois des politiques frileux qui réchauffent le climat, ou encore loi climat, loi blabla. Alors avec en prime évidemment ce matin la douche froide provoquée par la une du journal du dimanche qui affirme qu'Emmanuel Macron renonce au référendum sur l'inscription de l'objectif écologique dans la Constitution. Alors l'Élysée dément, mais ici, dans cette marche aujourd'hui, eh bien, le mal est fait. Deux sons de cloche se dégagent lorsque l'on discute avec les militants qui nous entourent. Il y a ceux qui ne se faisaient aucune illusion sur les ambitions du gouvernement en matière d'écologie, et puis il y a les autres, ceux qui sont furieux, on nous a dit, qui nous expliquent se sentir aujourd'hui trahis par Emmanuel Macron. Beaucoup évoquent également la Convention citoyenne qu'ils jugent être un échec cuisant pour les ambitions de défense du climat du gouvernement. Des militants donc en forme, vous le voyez, et nombreux aujourd'hui sur les quais. Actuellement, on est à mi-parcours de la manifestation, cette marche pour le climat qui se dirige vers la place de la Bastille. Fanny Regnault, du côté du quai de l'Hôtel de Ville à Paris avec Maxime Deveau pour BFM TV. Le climat, la météo, on en parle également avec vous, Sandra Larue, bonjour. Bonjour. Puisque 18 départements sont actuellement en vigilance orange, la majorité dans le sud-ouest pour risque d'orage. Oui, des orages violents qui vont se déclencher. Alors on a déjà quand même quelques intempéries actuellement sur le sud-ouest, mais le gros de ces orages n'est pas encore arrivé. Donc 18 départements sur ce large quart sud-ouest, des orages parfois forts, accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent, de forts cumuls de précipitations, également une intensité horaire de pluie qui sera importante, de l'ordre de 30 à 50 mm. On a en fait ces orages qui remontent actuellement d'Espagne. On avait déjà des premiers orages ce matin sur l'extrême nord qui ont évacué le pays. Et puis on le voit là sur l'Espagne, ces premiers orages qui se déclenchent et qui vont gagner les Pyrénées. Et puis ensuite des Pyrénées, tout cela va se propager au quart sud-ouest. Donc on attend ces premiers orages, les premiers orages forts, vraiment cette salve orageuse marquée avec ces fortes intensités de vent, de grêle et de précipitations et cette forte activité électrique entre 18h et la première partie de nuit. Il va falloir également surveiller ce système qui va avoir tendance à remonter de la région centre jusque sur le bassin parisien, jusque sur la frontière belge. Mais là, ces orages devraient être un petit peu moins organisés, moins localisés, plus localisés, et donc ils ne devraient pas justifier de vigilance orange. Merci beaucoup Sandra. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous reviendrons sur cet hommage qui a été rendu cet après-midi à Avignon devant le commissariat. Hommage rendu à Éric Masson, ce policier de 36 ans tué par balle à Avignon mercredi. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Regardez votre chronique avec le Lexus UX hybride. L'éveil des sens. Près de chez vous, PG, professionnels du gaz, vous apporte toute leur énergie positive pour vos installations gaz, vos économies d'énergie et votre confort. PG, profitez de notre énergie positive, une énergie d'avenir. Rendez-vous sur lesprofessionnelsdugaz.com.
Avec ou sans fric? Avec ou sans culotte? Avec ou sans emploi? Avec ou sans accent? Avec ou sans? On s'en fout en fait. Avec Nickel, tout le monde peut l'ouvrir. Un compte, une carte, un RIB. En 5 minutes chez votre buraliste. Tous nos buralistes sur nickel.eu. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Comment ils font les hippopotames pour se gratter? Pourquoi on met pas des grands parachutes sur les avions? Les chiffres, ça va jusqu'où? Ça s'arrête jamais, un peu comme toi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Jusqu'au 16 mai, la Seat Arona Urban est à partir de 139 € par mois sans condition de reprise. Aujourd'hui, les vraies rencontres n'attendent que vous. Vous et ceux qui vous sont chers. Vous et votre nouveau départ. Vous qui portez les marques de votre histoire. Vous qui passez des journées parfois sans fin. Pour de vraies rencontres, Badou, osez être vous. Eh ben, quoi? On est vraiment bien chez toi. Chez nous. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on avait posé une clim Atlantique. Et depuis, il fait super bon à la maison. Tu devrais m'inviter plus souvent chez toi. Chez nous. Atlantique, on est bien chez vous. Il y a 2 ans, j'ai eu un vrai déclic lorsque j'ai fait de la plongée dans le Var. Cette prise de conscience, ça m'a poussé à rejoindre l'équipe de développement durable chez Amazon. Et j'ai décidé de devenir un vrai acteur du changement. Depuis, j'ai vu le site d'Orléans plus que doubler l'efficacité de son tri sélectif. Bonjour. Bonjour. On y arrive en étant intransigeant sur tous les détails. Par exemple, en séparant le carton des rouleaux de papier, en compressant les cartons ou en compostant nos déchets alimentaires. Et on utilise même des chèvres pour faire de l'éco-pâturage. Est-ce que la voiture électrique du futur volera? Pourquoi faire? Non, elle aura un tableau de bord 3D pour qu'on soit au courant de tout, tout le temps. Et elle roulera longtemps? Oui, on pourra aller super loin. Elle se rechargera rapidement? Oui, et on pourra la recharger à la vitesse de l'éclair. Votre futur commence maintenant avec la i208 100% électrique à partir de 159 € par mois. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne. Voici les 3 grands titres de l'actualité ce jeudi matin. Avec les chaînes locales de BFM. Bonjour Littoral, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti pour les titres. Merci de passer un moment avec nous. BFM en région. Info, trafic, météo, sport, loisirs. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Pollen, poussière, formaldéhyde. Changez d'air en regardant la météo avec le purificateur d'air Dyson. Prudence, 18 départements sont donc placés en vigilance orange par Météo France en raison de ces violents orages qui remontent d'Espagne et qui vont ensuite remonter d'Espagne et des Pyrénées jusque sur le Poitou. Des orages forts accompagnés de grêle, accompagnés de fortes rafales de vent et de bonnes précipitations avec une intensité horaire de l'ordre de 15 à 30 mm par heure. Soyez prudents, ces orages pourraient remonter également du centre jusqu'au bassin parisien, jusqu'à la frontière belge dans le courant de la soirée. Mais comme ils seront sur ces régions plus localisées, moins
moins généralisé, il ne devrait pas nécessiter la mise en vigilance de ces départements. On voit ces précipitations déjà présentes, mais tout cela va vraiment se renforcer en fin d'après-midi et jusqu'en première partie de nuit. Demain matin, tout cela va se décaler vers l'est. Des pluies soutenues, orageuses. Il faudra être très prudent là aussi car ces précipitations vont stagner tout au long de la journée sur ces mêmes régions. Retour au calme par l'ouest. Donc de l'ordre de 100 mm attendus quand même sur l'ensemble de ces régions. Il faudra vraiment surveiller la situation. Un coup d'œil à vos températures. Demain matin, des valeurs qui seront stationnaires au réveil. 9 degrés à Brest, tout comme à Aurillac. 18 degrés malgré tout encore du côté de Lyon et Marseille. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, on aura des valeurs en baisse partout avec ces intempéries. 14 à Brest, encore 19 à Paris, tout comme à Marseille. Et 25 degrés, ce sera pour Ajaccio. C'était la météo avec Dyson. Changez d'air avec le purificateur d'air Dyson. Bientôt 16h30 sur BFM TV. Et bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Cet hommage à Éric Masson qui a été rendu en début d'après-midi à Avignon. Une forte population a répondu présente à l'appel de tous les syndicats de police à se rassembler devant le commissariat de la ville pour honorer la mémoire de ce père de famille de 36 ans tué mercredi soir alors qu'il effectuait un contrôle. Une minute de silence a été observée, la Marseillaise entonnée. Nous retrouverons Anthony Le Boss sur place dans un instant. Et cette information donnée par Matignon à BFM TV, une cérémonie d'hommage à Éric Masson présidée par Jean Castex et Gérald Darmanin aura lieu mardi après-midi à Avignon. On en parlera dans un instant en plateau avec Anne-Sora Dubois. Le ministre de l'Intérieur qui a annoncé par ailleurs le déploiement de 70 policiers supplémentaires à Fréjus, ville où des violences urbaines ont eu lieu la nuit dernière. 4 policiers ont été blessés, 15 vitrines brisées, 2 commerces et 3 voitures brûlées. Une enquête de flagrance a été ouverte. Des marches climat ont lieu ce dimanche dans plusieurs villes de France. Les participants souhaitent, je cite, une vraie loi climat. 5 jours après le vote des députés sur le texte à Paris, le cortège va de République à Bastille. Cet hommage tout d'abord à Éric Masson, ce policier tué mercredi dernier dans l'exercice de ses fonctions devant le commissariat d'Avignon aujourd'hui. A eu lieu un rassemblement, c'est là qu'on vous retrouve, Anthony Le Boss. C'est un hommage organisé à l'appel des syndicats de police qui s'est tenu, des policiers qui ont invité tous les volontaires qu'ils souhaitaient à y participer également. Et ils étaient très nombreux cet après-midi à vouloir exprimer leur soutien à la police. Profonde émotion ici à Avignon. Ils étaient plusieurs centaines à s'être rassemblés devant le commissariat d'Avignon où travaillait Éric Masson. Une image à retenir de cet hommage, c'est ce portrait d'Éric Masson, ce policier de 36 ans froidement abattu qui est disposé sur ce chevalet entouré de fleurs. Nous avons assisté à un moment extrêmement fort quand ce même portrait avait été d'abord déposé sur le parvis. Il était entouré de ses collègues extrêmement émus, extrêmement soudés. Il y avait beaucoup de fraternité, beaucoup de solidarité. Durant une minute de silence très émouvante qui s'est ensuite achevée par des applaudissements extrêmement fournis, puis une Marseillaise qui a été entonnée. Il y a eu plusieurs prises de parole, notamment de plusieurs policiers, d'anciens aussi gardes de la paix. Écoutez justement le témoignage d'un des syndicats, Bruno Bartosetti. Il est membre du syndicat Unité SGP Police FO et il met justement les mots sur la douleur que beaucoup on peut ressentir aujourd'hui. Nous sommes très meurtris, très triste. Là aujourd'hui nous sommes dans une émotion forte. Demain il y aura d'autres émotions quand nous rencontrerons le Premier ministre. Mais aujourd'hui il était important qu'on se réunisse calmement, dignement, sans parole, spontanément. Vous avez eu la Marseillaise qui a été interprétée par des centaines de personnes. Des applaudissements aussi à l'endroit d'Éric parce que c'était un homme formidable, un père de famille exemplaire. Donc nous sommes très très émus. Profonde émotion de la police, vous l'avez entendu et regardez sur ces images de Philippine David, des habitants d'Avignon qui continuent à venir se recueillir devant ce portrait d'Éric Masson disposé devant beaucoup de bouquets de fleurs. Ils continuent à écrire quelques messages de condoléances et puis il y a des bougies, je ne sais pas si on peut vous les montrer éventuellement, des bougies qui sont disposées de telle sorte que le prénom Éric soit inscrit. Les obsèques d'Éric Masson se dérouleront ce mercredi 12 mai dans sa ville natale de Bédaride à l'église. Merci beaucoup Anthony Le Boss avec Philippine David donc à Avignon pour BFM TV, priorité au direct. Une image à vous montrer, celle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui vient d'entrer dans ce commissariat de Cergy-Pontoise près de Paris. Il vient rencontrer les effectifs de police dans le contexte bien sûr qu'on connaît quelques jours après la mort d'Éric Masson
et notamment la colère d'une grande partie des policiers. On suivra ce déplacement et notamment la prise de parole tout à l'heure de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui, Anne Sora-Dubois, sera présent mardi après-midi avec Jean Castex pour présider une cérémonie en hommage à Éric Masson. Ce sera à Avignon. Absolument. Après l'hommage des habitants d'Avignon et de ses collègues de travail, l'hommage en forme d'hommage de la nation, donc de l'exécutif à ce policier. Cérémonie d'hommage à Cédric Masson, présidée donc par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce sera mardi après-midi à Matignon. Alors, jusqu'à Avignon, pardon. À Avignon, bien sûr. L'hommage de Matignon à Avignon, bien sûr. Jean Castex a déjà rendu hommage à ce policier lors d'un déplacement en fin de semaine dernière. Il avait déclaré notamment que c'était un policier exemplaire, un serviteur de la République mort au service de son pays. Il avait réaffirmé dans la bouche donc du Premier ministre que protéger celles et ceux qui nous protègent est une priorité de l'État. C'était le premier hommage qu'il avait rendu lors d'un micro tendu lors d'un déplacement. Et donc à nouveau, nouvel hommage qui sera donc rendu mardi après-midi à Avignon, présidé donc par le Premier ministre et par le ministre de l'Intérieur. Évidemment, une cérémonie d'hommage très forte, l'hommage de toute la nation à ce policier tué en service. Et aujourd'hui, c'était devant ce commissariat, cet hôtel de police que l'on voit sur ces images, que la population était rassemblée en nombre autour de ces syndicats de police qui ont appelé à un hommage pour Éric Masson, qui a été tué mercredi sur un point de deal de la ville. L'un des moments forts de ce rassemblement, ça a été cette minute de silence qui a été observée notamment. Voilà pour cette Marseillaise qui, vous l'avez entendu, a été entonnée chaleureusement. C'était le cas à 2 reprises, ainsi que donc une minute de silence également observée dans l'après-midi. Il y avait beaucoup de monde, Mathieu Vallée, une foule vraiment nombreuse cet après-midi devant ce commissariat à Avignon, des policiers bien sûr, mais aussi des habitants, des citoyens. Et donc ces moments forts, cette Marseillaise, cette minute de silence, ça vous fait chaud au cœur, ça montre que finalement beaucoup de Français soutiennent leur police. D'ailleurs, il y a un récent sondage qui montre que c'est le cas. Qu'une majorité de Français soutiennent la police? Oui, les policiers n'ont jamais douté du soutien indéfectible de la police à sa population. Vous avez pas loin d'ici la cour du 19 août 44 de la préfecture de police de Paris. C'est là où les policiers se sont érigés contre l'occupant nazi lors de la libération de Paris. Et cette cour, elle manifeste bien ce lien indéfectible entre la police et la nation. Et ces policiers se sont toujours levés debout contre l'injustice, contre l'insécurité, contre tous ceux qui ne peuvent pas se protéger. Et puis là, vous montrez aussi sur votre reportage, il y a Gérald Darmanin qui est dans le Val d'Oise. C'est un beau département dans lequel la police est en première ligne. Guillaume Fard tout à l'heure disait qu'à Herblay, on avait eu 2 policiers qui avaient été touchés à bout portant par des individus qui les avaient reconnus, qui n'avaient pas hésité à vouloir les tuer. On avait eu ça en novembre 2007, ça nous ramène à loin, mais comme quoi les politiques passent et les faits ne changent pas. On avait eu des violences urbaines à Villers-le-Bel justement parce qu'il y avait des individus qui s'adonnaient à du motocross dans la cité de Villers-le-Bel, de la Ceriseraie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les policiers plus que jamais sont en première ligne et le soutien indéfectible de la nation est important puisque comme d'habitude, comme on le dit régulièrement, la vocation des policiers, c'est de servir la population. Et le carburant des policiers, c'est ce soutien effectivement qu'on a au quotidien quand on résolve des affaires. Alors Guillaume Ford nous évoque un fait sur 2 non élucidé, mais moi je parlais aussi des faits élucidés. Par exemple, quand on a des faits sériels sur des vols roulottes, c'est-à-dire le matin quand vous allez au travail et que vous voyez que la vitre est cassée, qu'on a volé dans votre voiture des effets de valeur, souvent des fois on retrouve ces individus qui sont souvent les mêmes, des toxicomanes qui cassent ou qui vont dans les véhicules pour acheter justement de la drogue. Vous voyez les effets indirects de la drogue. Et puis surtout, effectivement, les policiers et la filière judiciaire fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. On a
a de moins en moins de collègues motivés pour faire l'officier de police judiciaire, même si c'est un beau diplôme d'habilitation. Et donc du coup, vous voyez, les sujets sont extrêmement nombreux, que ça soit la chaîne pénale. J'en profite pour répondre aussi à Guillaume Fard. On n'est pas contre la justice, on est avec la justice. D'ailleurs, on travaille sous l'autorité. Il a précisé lui-même, Tout à fait, les deux jambes, voilà. Exactement. qui marchent côte à côte. Guillaume Fard est un fin spécialiste des questions de police. Donc, mais moi, je veux vraiment mettre en avant qu'on travaille au quotidien. Après, dans une démocratie, on peut pas empêcher la réflexion, on peut pas empêcher parfois la frustration de voir certaines décisions de justice qui sont pas à la hauteur du drame qu'on vit. Et Viry-Châtillon, j'en terminerai là. On l'a redit, on l'a re-redit. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les enquêteurs de la sûreté départementale d'Evry qui ont mené les investigations sous un climat d'omerta dans la cité de la Grande Borne, d'où majoritairement étaient issus les individus. Et quand on voit le procès qui a été une honte, les policiers se sont fait menacer. La présidente d'audience, elle n'a pas osé le dire. D'ailleurs, il aurait été utile pour terminer que la procureure générale de Paris le dise. Elle a été menacée à la fin par certains accusés qui ont été acquittés, qui ont dit on se retrouvera. Donc c'est aussi ça qu'on ne supporte plus et c'est pourquoi les policiers aujourd'hui ne disent pas on n'aime pas la justice, on déteste la justice. Non, ça c'est l'extrême gauche et c'est tous ceux qui injectent le poison de la haine. Nous on dit on aime la justice, on aime la police, mais surtout on veut avancer et les tweets, les recueillements, les déplacements du ministre, c'est une chose, mais si on veut pas à chaque fois revivre ça, je dis pas que le risque zéro n'existe pas, mais il faut qu'on se donne le maximum de chances pour minimiser ce genre de fait, ce genre de drame qu'actuellement notre institution et notre nation finalement vit. Jean-Michel Schlosser, vous vouliez intervenir ? Oui, on parle de beaucoup depuis des années de ce vieux serpent de mer qui est le rapport police-population. J'observe sur les images qu'il est là le rapport police-population. Et sans doute que les policiers attendent un soutien de la population de façon plus courante. Pas simplement là aujourd'hui parce qu'il y a des circonstances tragiques. Pas simplement sur un certain boulevard parisien parce qu'on va embrasser un CRS ou un gardien d'une compagnie de sécurité, peu importe. Mais un soutien lorsqu'il y a des accusations qui ne sont pas fondées, sachant qu'il y a aussi des choses à voir, bien évidemment. Un soutien lorsqu'il y a de l'anathème, un soutien lorsqu'il y a des attaques ad hominem, un soutien lorsque la police, qui est encore une fois le fondement de la société et le garant des libertés individuelles, est menacée. Voilà, je crois que là c'est une forme de rassemblement national. Au-delà de l'aspect technique, matériel, juridique, je crois que les policiers, me semble-t-il, je ne me fais pas leur porte-parole, mais je les connais un petit peu pour savoir que sans doute ils attendent ça aussi. Mais dans d'autres circonstances, bien évidemment. Merci beaucoup Jean-Michel Schlosser. L'hommage donc cet après-midi devant le commissariat d'Avignon et on le rappelle, une cérémonie qui sera une cérémonie d'hommage national. Anne Sora Dubois mardi après-midi donc à Avignon, coprésidée par Jean Castex et Gérald Darmanin, donc en hommage à Éric Masson, ce brigadier de 36 ans qui a été tué mercredi sur un point de deal à Avignon. Des policiers également pris à partie à Fréjus dans le Var. Ça s'est passé cette nuit. Jet de pierre, de bouteilles, tirs de mortier. Les fonctionnaires intervenaient après des signalements de nuisances après l'heure de couvre-feu. Gérald Darmanin a annoncé le renfort de policiers, 70 policiers supplémentaires ce soir. Bilan, 4 policiers blessés, 3 voitures brûlées, 15 vitrines brisées et 2 commerces incendie. Et après cette nuit de violence, les commerçants concernés dans ce quartier de la Gabelle se sentent désemparés. C'est le reportage d'Audrey Lally, Nicolas Gallup avec Maëva Lamy. Moteur, sellerie, pneus, de ces scooters, il ne reste presque rien. Amer, le concessionnaire constate les dégâts. Il y a eu 4 ou 5 scooters qui sont partis avec les individus, on va dire. Et puis après, ils ont jeté une poubelle dans le magasin qui a fait cramer une trentaine de scooters. J'étais appelé par mon employé vers 1h du matin en me disant qu'on me pillait le magasin et que le magasin était en feu. Hier soir, la police est contactée pour des nuisances dans la cité de la Gabelle, entre Saint-Raphaël et Fréjus. Une dizaine d'effectifs arrivent sur place. Pris à partie par une cinquantaine d'individus, ils sont la cible de tirs de mortiers d'artifice et de projectiles. De nombreuses vitrines sont brisées et du matériel volé. Ça fait mal, ça donne envie de pleurer, parce que tous les matins on se lève, on se bouge pour venir travailler, et quand on arrive on voit ça, c'est vraiment navrant. On n'a plus d'ordinateur, nous avions 3 ordinateurs, une imprimante, tout ça a été volé, oui. Dans la ville, les traces de cette nuit de tension sont présentes. Consternée, la police dénonce des violences à répétition. Ça fait 2 mois à peu près qu'on a un climat qui est étouffant pour les collègues, qui, dès qu'ils interviennent sur le quartier de la Gabelle, ils sont pris à partie par une vingtaine d'individus. On nous promet des renforts, on aimerait avoir des renforts. Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête de flagrance pour violence et dégradation. Mathieu Vallée, ça fait plusieurs jours, plusieurs nuits qu'il y a des incidents, des violences à Fréjus. Pardon.
Oui, sur la commune de Fréjus, en réalité, chaque week-end, c'est un peu la montée de l'escalade, parce que effectivement, nos collègues de la DDSP du Var, c'est-à-dire ces policiers du quotidien du Var et notamment de Fréjus, font face à des individus déterminés qui, dans le quartier de la Gabelle ou même dans des quartiers avoisinants, accueillent nos collègues à tir de mortier. Et malgré cela, des guet-apens aussi, malgré cela, nos collègues vont au contact de ces individus pour les interpeller. Surtout, il y a des trafics de stupéfiants, encore une fois, qui sévissent dans ces quartiers et qui déstabilisent le fonctionnement des dealers. Et ce qui se passe, c'est que les dealers, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans cet affrontement, disent les policiers viennent chez nous parce qu'ils considèrent que c'est des territoires qui leur appartiennent. C'est l'origine de la majorité des violences, les trafics de drogue. Si vous voulez, la drogue est la partie émergée de l'iceberg, en fait, où ces territoires veulent s'autonomiser, j'ai envie de dire, par rapport à la République. Donc c'est des territoires qui veulent fonctionner en autonomie avec leur système, leur économie parallèle. La drogue qui fait vivre aussi, il faut le dire, beaucoup de familles. Quand vous voyez des individus dont les ressources sont très faibles et qui ont des vêtements de marque, des gros véhicules, des grosses cylindrées, ce que d'ailleurs les gens ne supportent plus, et effectivement, il y a cette volonté de s'écarter de la République, et nos collègues sont ce lien, je dis toujours, indéfectible, et ce lien au fil du temps entre ces quartiers et la République. Et si les collègues lâchent, si les collègues ne sont plus sur le terrain, c'est des pans entiers de nos territoires qui ne seront plus dans la République. Et c'est ça le quotidien, c'est le visage quotidien et concret de ce que vivent nos collègues. Les grands discours, c'est vrai que c'est bien, mais c'est ces actions du quotidien qui dérangent. Et ce qui est inquiétant aujourd'hui, Guillaume Fard l'a dit, tout le monde se accorde pour le dire, c'est qu'on sacrifiera un policier si ils se rendent compte que ces bandes rivales qui nous considèrent comme étant telles, gênent durablement leur trafic de stupéfiants, c'est-à-dire leur économie parallèle, c'est-à-dire tout ce qui finance de près ou de loin ces quartiers et ces individus sans foi ni loi. Des policiers pris à partie à Fréjus, des policiers pris à partie à Avignon, dans bien d'autres villes, évidemment, on en parle très souvent. Et en déplacement au Creusot pour les 40 ans de l'élection de François Mitterrand à la tête du pays, c'est en tant qu'ex-ministre de l'Intérieur que Bernard Cazeneuve a lui fait part de son inquiétude quant à ces actes de violence répétés en France. La violence monte et le pays se trouve confronté quotidiennement à l'épreuve de cette violence. Lorsque des pompiers sont caillassés dans des quartiers, lorsque des forces de l'ordre sont prises à partie, mais lorsque la haine se diffuse également dans l'anonymat sur les réseaux sociaux, lorsque la parole publique s'abaisse, que dans la confrontation politique, on convoque l'insulte, l'outrance, on contribue à la création d'un climat. Donc oui, je suis inquiet de cette violence qui monte. Voilà, pour cette intervention de Bernard Cazeneuve, inquiet de la montée des violences. Est-ce qu'on a une sorte de bilan de chiffres, Guillaume, sur les violences et sur les rapports également entre eux, les jeunes et la police? Entre les jeunes et la police, ce qu'on peut dire, c'est que la confiance que les 18-24 ans portent à la police s'est dégradée. Et elle s'est dégradée rapidement. Alors que la confiance que portent à la police les Français en général, elle a augmenté. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'on a eu une année 2020 où beaucoup de séquences médiatiques ont été prétexte à des mises en accusation de la police. L'affaire Floyd, l'affaire Traoré, la sortie de l'ouvrage de Valentin Gendreau, flic, puis l'affaire Zecler, et enfin l'examen de la proposition de loi sécurité globale en première lecture. En 2020, ça a été autant d'occasions de critiquer pour certains ou de dénigrer la police. Et malgré ça, la confiance que portent les Français en général à la police a augmenté de 3 points. On est passé de 66% en 2020 à 69% de confiance, ce qui est plutôt un bon taux. Les Anglais sont à 72% de confiance. Donc ce qui veut dire que même si on se compare à nos voisins européens, les Français en général créditent plutôt la police de confiance et ont plutôt une bonne perception. En revanche, pour ce qui concerne les jeunes, c'est-à-dire les 18-24 ans, là, la confiance a dévissé, c'est moins 10 points. C'est-à-dire qu'il y a un jeune sur deux qui, en 2021, ne fait plus confiance en la police. Et d'ailleurs, si ce jeune est francilien, eh bien, ce sont 2 jeunes franciliens sur 3 qui ne font pas confiance en la police. Donc on est en train d'assister à une sorte de dévissement de la confiance que les jeunes portent à la police. Ça s'explique aussi beaucoup par le fait que les contacts sont peu fréquents, ou alors dans un cadre exclusivement répressif, parce qu'il y a des violences qui sont commises. Il faut bien évidemment les réprimer, mais la police a perdu aussi de son ancrage territorial dans certains quartiers et a perdu aussi en qualité de lien et en qualité de rapport. Vous savez qu'il y a par exemple plus des 3/4 des jeunes gardiens de la paix, quand ils sortent d'école, ils ne sont pas originaires d'Île-de-France. Et pourtant, ils sont près des 2/3 à y être affectés. Ce sont des territoires qu'ils ne connaissent pas. Ils y sont affectés après avoir été relativement peu formés, et ce gouvernement a baissé la durée de formation en école de gardien de la paix avant de reconnaître son erreur et de la réaugmenter à 1 an de temps de formation école. Et quant au niveau des équipements, les équipements, ils ont été aussi dégradés. En tout cas, les budgets ont baissé sur 3 exercices budgétaires entre 2017 et 2019, même 2020, avant que le plan de relance à l'automne dernier ne fasse que les budgets repartent enfin à la hausse. Donc vous avez des difficultés qui sont liées aussi à la qualité de ce lien
lien entre les jeunes et les policiers, qui fait que les échanges n'étant pas si fréquents que ça, les commissariats fermant dans les quartiers, dans certains cas se bunkerisant parce qu'ils sont pris d'assaut aussi par certaines bandes de jeunes, eh bien vous avez une dégradation du lien de confiance entre la jeunesse et la police. Jean-Michel Chausser, comment expliquez-vous que ce soit les jeunes qui perdent de plus en plus confiance en la représentation de l'État dans la police ? Et il y a eu un changement de comportement qui s'est produit sur plusieurs années. On est passé d'un État social sécuritaire qui était plutôt sur la protection au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On est ensuite arrivé sur un État qui était plutôt basé sur les principes de la société du risque. Et qui dit société du risque, dit société du passage à l'acte. Et en quelque sorte, la prévention a été orientée vers les jeunes dans la prévision d'un possible passage à l'acte. Et on n'était plus du tout dans la protection et la bienveillance dont ils pouvaient bénéficier, ne serait-ce que au cours de patrouille ou de surveillance. Je ne parle pas d'intervention forte directe, ce qui fait que ça a envoyé chez les jeunes l'image d'une suspicion continuelle de la part de la police. Le tout, évidemment, ne s'est pas arrangé avec la réelle augmentation des violences, qui fait qu'il y a aujourd'hui un face-à-face évident entre des jeunes qui n'ont absolument pas confiance en la police, et puis la police qui va peut-être avoir un regard sur le passage à l'acte possible, le tout étant encore une fois compliqué, parce que comme le disait Mathieu Vallet, il y a vient se greffer dans ce dialogue, qui n'en est pas un d'ailleurs, l'idée que c'est une bande face à une autre bande. Voilà. Priorité au direct, on part tout de suite à Strasbourg pour écouter Emmanuel Macron depuis le Parlement européen. Très heureux d'être à Strasbourg. C'est un symbole pour vous, cette présence ? Je l'ai rappelé, le Parlement européen est un symbole aussi de cette histoire, de notre histoire européenne. C'est une capitale de l'Europe et c'est le siège du Parlement. Et je pense que c'est très important qu'au moment où nous sommes en train d'accélérer la vaccination un peu partout, où on l'a vu d'ailleurs même ces derniers mois, parfois l'incidence de Strasbourg a été inférieure à celle de Bruxelles, on puisse retrouver pleinement un fonctionnement normal de nos institutions. Nous y tenons. Et donc j'ai pu échanger avec le président Sassoli. On va d'ailleurs, avec le président Sassoli, la présidente von der Leyen, se retrouver dans un instant pour assister à la signature du contrat triennal pour Strasbourg. Donc c'était très bien. Et lancé aujourd'hui à Strasbourg, en cette journée de l'Europe, cette conférence sur l'avenir de l'Europe était, je crois, aussi le symbole de ce retour. Alors, après 2 ans vous aviez écrit une tribune, vous en aviez parlé à la Sorbonne, vous avez écrit une tribune en mars 2019. Ça a été long à partir quand même. Là, vous venez de la lancer. Donc c'est la thérapie collective des Européens qui est lancée aujourd'hui ? C'est surtout l'idée qu'ensemble, on se mette à réfléchir et à décider qu'on a encore le droit d'avoir de grandes ambitions. J'ai essayé de tirer de manière très préliminaire des conclusions, des enseignements de la crise que nous venons de vivre. Mais je crois qu'on a tous envie et besoin aussi de réfléchir à l'avenir que nous souhaitons. Et je pense que c'est une très bonne chose que la jeunesse en particulier, mais les sociétés civiles, l'ensemble des citoyens partout en Europe, puissent se saisir de l'avenir choisi des grands sujets européens. Pas en le faisant à coup de crise ou de manière trop technique ou uniquement par la volonté des dirigeants, mais des citoyens. Donc cette année-là, ça va être l'année des projets, de la réflexion commune, et je crois que c'est aussi comme ça qu'on doit nourrir les choses. 10 mois, c'est pas un peu court ? Je pense qu'il faut qu'il y ait un tempo qui permette aussi d'être utile, et ça a été très bien rappelé par la vice-présidente de la Commission. C'est-à-dire 10 mois, c'est ce qui permet, si on organise bien les choses, de faire émerger des pistes. Ensuite, il faut qu'on leur donne forme, si je puis dire, et les structurer, et il faut que la Commission actuelle puisse commencer à mettre en œuvre. Et elle aura à ce moment-là un peu moins de 2 ans. Donc je pense que c'est le bon rythme. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas vu l'ombre d'un ou d'une eurodéputée ici dans l'hémicycle strasbourgeois. Est-ce que vous avez pu vous entendre sur une date de reprise moi, je pense des sessions plénières? Écoutez, c'est une décision du Parlement européen, mais je pense qu'il y a une session en juin, il faut qu'elle se tienne ici. On a pu tenir un début de convention, ce serait une très bonne chose, ce serait normal. Ce serait le respect de notre vie commune. De conférence, pardon ? De la conférence sur l'avenir de l'Europe, pardon. On a lancé la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vais trop vite. Bonjour, vous lancez donc cette conférence, cette consultation aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe. Il y a une autre consultation qui fait l'actualité, c'est celle sur le climat. Dans le journal du dimanche, le député La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, qui est le rapporteur du projet de loi de révision constitutionnelle, estime que le référendum est compromis en raison, dit-il, du blocage du Sénat. Est-ce que vous maintenez votre engagement d'organiser ce référendum sur le climat avant la fin de votre quinquennat? Oui, et d'ailleurs j'étais surpris de ce qui était inféré, parce que ce qui est dit par le député est tout à fait légitime. Il défendait ce que l'Assemblée avait pu faire, mais je pense qu'il
que les choses soient claires et que tout le monde soit respecté. Les citoyens qui ont travaillé doivent être respectés. J'ai pris un engagement vis-à-vis d'eux en soumettant cette réforme. Et ensuite, le Parlement doit être respecté. L'Assemblée nationale a eu un premier vote, après des débats. Maintenant, ce texte arrive au Sénat. Et c'est d'ailleurs la discussion que j'ai eue la semaine dernière avec le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Le Sénat a commencé un travail en commission. Il aura demain à procéder éventuellement à des amendements et à un vote. Et nous verrons ce qui sort du Sénat et d'une volonté d'avancer ensemble. Ensuite, ce texte doit continuer sa vie parlementaire et revenir à l'Assemblée. Et comme vous le savez, dans notre Constitution, il n'est possible d'aller au référendum que si un texte fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, ce dont je suis le garant, c'est en tout cas, et ça je peux vous le dire très clairement, il n'y aura pas d'abandon, ce texte va vivre sa vie parlementaire qui seule permet d'aller au référendum si les sénateurs et les députés s'accordent. Ça veut dire que vous pourriez soumettre au référendum un texte qui ne respecte pas précisément celui qui avait été défini par la Convention climat. Je ne peux soumettre un texte que s'il fait l'objet d'un accord entre les sénateurs et les députés. Le président de la République, en vertu de notre Constitution, ne peut pas faire un référendum sur un texte qu'il décide seul pour cette voie-là. Et donc, j'ai soumis ce texte tel qu'il avait été proposé par les citoyens. L'Assemblée l'a voté en première lecture. Le Sénat aura à s'exprimer demain. Il faut respecter ce temps et le travail du Sénat. Le Sénat fera peut-être d'autres propositions demain. Il faudra à ce moment-là que l'Assemblée les regarde. Et c'est le travail que l'un puis l'autre mèneront et le texte sur lequel ils se mettront d'accord qui seul peut être soumis à un référendum et en tout cas modifier notre Constitution. Donc il est aujourd'hui... Mais ce qui est... Vous savez, je suis le garant des institutions. Moi, j'ai proposé un texte. Ça a été mon initiative. Ensuite, de là où je suis, je veux aussi qu'on respecte le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, je pense que c'est très important que les députés puissent s'exprimer, que les sénateurs puissent s'exprimer. Le président de la République n'a pas à intervenir dans le travail des parlementaires. Sinon, à ce moment-là, on est dans la confusion des pouvoirs, ce n'est pas une bonne chose. Donc si le texte ne comprend pas le terme « garantir », celui qui fait débat entre l'Assemblée et le Sénat, garantir la préservation de l'environnement, vous l'assumerez, vous le soumettrez malgré tout? Aujourd'hui, il est trop tôt pour répondre à votre question. Il faut d'abord laisser le Sénat étudier ce texte, voter, et puis ensuite qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Et donc c'est tout à fait normal, c'est un texte qui va suivre son chemin parlementaire, comme le prévoit notre Constitution. Dans votre discours ici à Strasbourg, Monsieur le Président, vous avez dénoncé les tentations autoritaires. On sait que vous pensez en France aux extrêmes et au Rassemblement national. Est-ce que votre ministre de la Justice est directement mandaté pour poursuivre votre discours sur les terres de Marine Le Pen? Et est-ce que, en même temps, ça ne risque pas de la faire monter, la pousser, avoir l'effet inverse? Non, je ne ferai pas de commentaires sur la vie politique française ici. Les membres du gouvernement sont à la tâche. Pour ce qui est des élections locales, ce sont des élections locales. Et moi, je n'ai absolument pas à me prononcer ou à y participer. J'ai toujours eu pour habitude sur les élections locales de prendre les élus que les Françaises et les Français me donnaient et m'assurer que tout le monde travaille ensemble. C'est d'ailleurs ce que je vais m'employer à faire dans quelques instants en assistant à la signature du contrat triennal pour Strasbourg, capitale de l'Europe. Sur le sujet sanitaire, Monsieur le Président, simplement, vous avez défendu dans votre discours la gestion de la crise du coronavirus par l'Union européenne. On a appris aujourd'hui qu'elle ne renouvellerait pas son accord avec AstraZeneca. Est-ce que finalement ce n'est pas un échec tout de même dans la gestion de cette crise? Mais vous êtes à ce moment-là beaucoup plus informé ou expert que nous ne le sommes. Qui, à l'automne dernier, pouvait savoir quel vaccin marcherait ou pas? Et je pense que ça a été une bonne politique d'acheter des vaccins avec toutes les solutions possibles, ce qu'ont d'ailleurs fait la plupart des autres grands pays et des autres grandes puissances. Nous devions acheter des vaccins ARN messager, adénovirus, protéines recombinées. Donc on a pris tout ce qui était à ce moment-là disponible, parce que personne ne savait ce qui allait marcher. Nous avons maintenant un retour d'expérience, et d'ailleurs nous vaccinons avec ce vaccin en France et en Europe. Il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise, mais pour répondre en particulier aux variants, puisqu'on parle des commandes à venir, pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces. Donc cela signe un pragmatisme européen et je m'en félicite. Aucun regret de votre côté sur ce plan-là? Mais je regrette ce que j'aurais pu éviter. Je ne savais pas pour ma part
quel était le vaccin le plus efficace dans la mesure où aucun ne préexistait. Donc je suis pragmatique et je pense que les choses ont été bien faites et en bon ordre. Merci à vous. Bonne journée.